présentation. Je vous propose qu'on démarre rapidement par un petit tour de table avant. Hervé, je te laisse te présenter. Bonjour à tous et bienvenue. Donc Hervé Bancoto, donc je suis senior manager au centre d'expertise digitale de Soprasteria Next. J'ai la chance d'être leader en fait de plusieurs missions de transfo agile à l'échelle, donc chez plusieurs clients, notamment chez EDF dans le nouveau nucléaire, où on aide en fait à bâtir une nouvelle centrale nucléaire EPR de nouvelle génération, notamment en mode agile à l'échelle. On travaille également avec des équipes sur la partie GRT Gaz, donc avec Arnaud d'ailleurs, sur l'hydrogène, donc le déploiement d'hydrogène. Donc c'est pareil, on travaille en mode agile à l'échelle. Aussi, donc, du coup, là, ce qu'on va partager aujourd'hui, comment on a accompagné la Banque des Territoires sur des problématiques pareilles, aussi de transformation agile à l'échelle, à la maille programme train, mais aussi à la maille portefeuille. Donc Caroline Certa, je suis manager au sein du centre d'expertise digitale aux côtés d'Hervé, et donc j'ai eu la chance de travailler avec Hervé sur la Banque des Territoires, sur cette organisation agile qu'on a pu mener pour eux. Bonjour à tous, Arnaud Finagel, consultant Soprasteria Next, et je suis au centre d'expertise digitale avec Hervé et Caroline au sein de la tribu Agile et Product. Et j'ai pu travailler à la fois chez GRT et à la fois chez Banque des Territoires autour de ce sujet de flux de valeur et d'organisation agile. Donc, ce qu'on va vous présenter, c'est un petit peu le contexte. Ensuite, on va vous présenter la démarche, comme on l'applique, les résultats qu'on obtient, et donc on aura une petite discussion à la fin. Donc, il y aura une petite slide rapide sur nos références, mais Hervé vient de les partager, donc je pense qu'on ira assez rapidement sur cette slide. Voilà. Alors, concernant le contexte, donc les constats qu'on peut faire chez les clients au sein desquels on a pu intervenir, c'est des problématiques organisationnelles et on en retrouve différentes qui sont toujours autour de casser les silos. On a des sujets, donc la stratégie qui est posée dans l'entreprise ne se reflète pas jusqu'au périmètre des équipes et jusqu'au niveau le plus opérationnel. Ça génère une organisation au niveau opérationnel autour des applicatifs et pas autour de solutions communes. On voit donc l'apparition de silos. Qui dit silo dit forte dépendance, dit ralentissement de ce flot de valeur et une perte de sens aussi au sein des équipes. Autour les collaborateurs ne s'y retrouvent plus. Et tout ça, ça génère en fait un flot de la valeur qui est plus lent, qui est discontinu par séquence. Donc on peut se demander quelle est la solution à ces problématiques de silotage des équipes. Et c'est de s'organiser autour de la valeur. Donc c'est ce qu'on va voir en vous présentant donc l'organisation autour de la valeur, qui est un des enjeux principaux du Lean Portfolio Management. Donc on peut voir ici, il y en a 5. Et pour faire le lien avec une des présentations qu'il y a aussi aujourd'hui avec Cyrine Garbaya à 16h en salle live, donc celle de la grande salle, exactement. On aura une présentation sur l'enjeu de performance budgétaire et autour du budget participatif et de son organisation. Maintenant, on va vous présenter la démarche donc de l'atelier d'identification des flux de valeur et des organisations agiles, qui est un atelier issu de la méthodologie SAFE, du framework SAFE. Et je vais laisser la parole à Caroline, du coup. C'est pas une méthodologie. Une manière de faire. Un cadre. C'est un framework. Donc, cette slide, on l'a fait pour nos clients, pour rappeler quels sont les objectifs de l'atelier. Donc l'objectif, c'est évidemment de s'organiser autour de la valeur. L'idée, c'est de mettre l'utilisateur au centre et donc de penser vraiment utilisateur final et ce qu'on va lui apporter. Bien souvent, on travaille avec des DSI, donc elles sont orientées solutions. Donc là, l'objectif, c'est de se recentrer sur ce que vend l'entreprise finalement. Donc on rappelle ce que c'est qu'un flux de valeur opérationnel. Donc il y a une séquence d'activités déclenchée par un besoin utilisateur client final qui amène de la valeur et au client et à l'entreprise. Et ce que c'est le flux de valeur de développement, qui donc là est plutôt orienté évidemment sur ce qu'on va mettre en place en termes de solutions pour répondre à la mise en place du produit qu'on veut faire.
plutôt à la création du produit qu'on veut faire, qu'il soit dans des trains par exemple, si effectivement on est sur de l'agilité à l'échelle, mais ça peut être aussi des équipes ou des équipes intermédiaires. Enfin, on verra ce qu'on a pu proposer du coup tout à l'heure, dans quelques slides d'ailleurs, pour la Banque des Territoires. Vous allez envoyer les slides, juste pour savoir. Je prends plein de photos ou pas? Oui, je crois qu'il y a à la fin de la JD, je crois qu'on partage les supports sur le moment. Je ne sais pas exactement ce qui est prévu, il y a des supports qui Quelle sont Cécile, elle est confidentiels. juste là. Ouais, je vais aller demander, mais du coup, Je pense que on décourage les photos. Du coup, Ah, déjà attends, les photos. voilà. J'aurais pas dû poser la question. Non, c'est pas grave. Donc on fonctionne en 5 étapes. La première, donc on va identifier le flux de valeur opérationnel. Donc l'idée est de vraiment faire un focus sur ce que fait l'entreprise. Ensuite, on va identifier les solutions qui vont supporter les activités de ce flux de valeur. Ensuite, on va faire un atelier pour identifier les personnes qui vont contribuer à ces solutions. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on va faire l'identification des flux de valeur de dev. Et donc, c'est là où on va décider si c'est plutôt une recommandation de train ou d'équipe. Voilà. Et à la fin, du coup, tout ça va donner l'organisation qu'on préconise au sens large, y compris potentiellement avec des préconisations sur le LPM, si c'est ce que l'entreprise souhaitait. Donc, dans le cas de la Banque des Territoires, c'était le cas. On a proposé une organisation complète avec des LPM et les équipes qui vont bien en dessous. Et ça prend un petit mot de contexte, hein, c'est que la Banque des Territoires, quand ils ont fait appel à nous ici, ils avaient déjà mis en place les trains, il y en avait je crois 3. Qui est un peu créé sans on va dire cette approche-là et un peu par affinité, hein, comme dit tout à l'heure Arnaud, hein, ils sont pas mal sur l'organigramme et du coup ils ont bien vu que au bout de 2-3 ans ça marchait pas. Quoi. Voilà. Il y avait pas mal des enjeux qu'a dit tout à l'heure Arnaud. Donc, ils ont fait appel à nous pour les aider à redesigner, c'est moi une prestation de redesign de train qu'on a pu dérouler ici. On peut interagir ou Oui, Bien sûr. il faut poser des questions. Donc c'est des étapes, c'est des ateliers différents ou c'est un atelier qui a toutes ces étapes? Alors, on va dire c'est un atelier avec plusieurs étapes. C'est quand on commence, on doit logiquement quand même aller au bout. Après, on a fait par chaque étape, on va regarder. Hein, donc on n'a pas tout à fait le même casting. Donc on a fait même des fois plusieurs fois l'atelier qu'on déroule, enfin plusieurs étapes qu'on a déroulé plusieurs fois. Donc, Désolé, j'ai pas compris. Donc c'est il y a- une étape, un atelier ou plusieurs? en fait, il y a plusieurs. Il y a plusieurs ateliers dans lesquels on va dérouler ces différentes étapes. Mais si tu veux, l'objectif, c'est que ces 5 étapes, elles se C'est un déroulent parcours, en sur fait. une durée, à peu près en général de 2 mois, 1 à 2 mois, en fonction de Ok. la réactivité qu'on peut avoir au niveau de l'entreprise, pour pouvoir aboutir à l'organisation. En effet, c'est la durée qu'on a mis pour l'ensemble des flux de valeur de la Banque des Territoires. En effet, c'était pas en effet 2 mois par périmètre. Donc en effet, c'était bien. On a travaillé ça sur la partie offre de prêt, moyen de paiement, tenue de compte. Donc on a fait plusieurs fois l'atelier que vous voyez ici, en fait, plusieurs fois les 5 étapes. J'ai une petite question. Je disais, pourquoi vous appelez ça un flux de valeur alors que c'est une chaîne de valeur? J'avoue que des fois on dit l'un, des fois on dit l'autre. D'accord, d'accord. C'est la traduction après de value stream. Hein, en anglais, on dit Ouais, nous on a traduit donc VS, value stream, chaîne de valeur, et value flow, flux de valeur. D'accord. Voilà. C'est peut-être une toute petite subtilité, mais il y a bien une raison pour laquelle on a séparé les deux termes. Et du coup, une fois que les flux sont définis, à quelle fréquence en moyenne ça va être amené à changer? Alors l'idée c'est d'avoir plutôt des flux stables. Alors, on vise la stabilité une fois qu'on a identifié ces flux de valeur là. On va voir un peu notamment la partie DBS, hein, c'est là-dedans qu'on va vraiment faire du safe derrière. C'est d'avoir des DBS stables. Donc, et qu'on n'ait pas à les changer, à les remettre en cause, on va dire. Voilà, c'est fait comment. Mais est-ce que ça peut évoluer à chaque changement? Ça dépend de stratégie? Ça peut évoluer, oui. On prévoit quand même une stabilité, mais en effet, il peut y avoir un impact important, en effet, une stratégie qui vient d'arriver, enfin, voilà, qui n'était pas prévue avant. On peut même typiquement créer une nouvelle chaîne de valeur, de développement, parce qu'on va créer une nouvelle solution, hein, typiquement, qui n'existait pas avant, parce qu'on n'avait pas besoin avant. En fait, dans l'identification des personnes, en faisant cette démarche, je me suis retrouvé qu'il n'y a pas une personne qui connaît 360, et du coup j'ajoutais, et je me suis retrouvé avec 250 personnes dans la salle, et j'arrivais pas à faire mes chaînes de valeur dans des grandes organisations. Et là j'entends que c'est une grande organisation. Exactement. Je sais, on a fait l'atelier
Et du coup, voilà, est-ce que vous avez rencontré ça et comment vous avez géré ça? On a rencontré un petit peu ça. Après, on a les tips justement. Peut-être on va avancer au fur et à mesure. On va zoomer chaque étape. Hein. On est tellement impatients. On va évoquer tout ça. Alors du coup, la première étape sur l'organisation, enfin sur la réalisation du flux de valeur opérationnelle, donc on commence, on commence par faire un petit template tout simple pour les aider à se projeter. Donc en fait, on arrive à, nous en ayant connaissance de ce que fait la direction, et on leur dit, bah voilà, on va considérer que votre chaîne de valeur va s'appeler offre d'après. Évidemment, l'objectif c'est qu'ils nous challenge, qu'ils nous disent, voilà. Mais en arrivant avec ça déjà de préparer, ça leur permet de plus facilement être réactifs. Alors que si on est avec une page blanche, clairement, ils nous regarderaient et ils seront là, je sais pas ce que tu veux que je te dise, je suis pas sûre de comprendre. Donc en ayant fait ce travail en amont, donc en ayant regardé leur site web pour savoir ce qu'ils faisaient, ce qu'ils vendaient, comment ils le faisaient, et donc nous on a rempli effectivement ces différents sujets. Donc la description, globalement c'est ce que fait la chaîne de valeur, les clients, quels sont leurs clients dans ce cadre-là, ce qu'ils ont besoin à la fin, hein, donc un besoin de financement, et puis derrière la valeur reçue pour le client, c'est d'avoir des fonds débloqués pour son projet. Et la valeur reçue pour l'entreprise, c'est d'avoir la rémunération pour les prêts qu'ils font. Donc là, globalement, il y a eu assez peu de modifications. Ils étaient plutôt tout à fait d'accord sur ce qu'on a mis. Et du coup, ça a permis très facilement de pouvoir faire ça, qui est notre chaîne de valeur opérationnelle. Avant de venir sur la chaîne, il y a une question peut-être. Ouais, avec qui vous faites ce type d'atelier au niveau hiérarchique, j'entends? Alors idéalement le sponsor du métier, ou en tout cas quelqu'un qui connaît très très bien. Donc en l'occurrence dans notre cas c'était l'adjoint du sponsor, donc l'adjoint du directeur des prêts qui est le membre du COMEX. Nous on l'a fait avec son adjoint qui lui était tout à fait en mesure de nous permettre de répondre à toutes ces questions. Et ça a duré 1 heure à peu près pour faire tout ça. Et là, on est très maîtriser le sujet. On est vraiment ici dans les principes Lean. Hein. Le premier principe Lean, c'est de spécifier la valeur que vous avez par produit ou service. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire ici. Hein. Pour qui on le fait, pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on apporte comme bénéfice. Et le deuxième principe Lean, c'est justement c'est quoi la séquence d'activités qui amène cette valeur, donc la chaîne de valeur opérationnelle. On peut du coup détailler sur ça. Du coup, donc la première étape, c'est la détection d'opportunités. Donc ils ont des commerciaux qui font ce travail-là, ils travaillent régulièrement avec les mêmes personnes, hein, donc c'est assez simple, ils ont déjà leur réseau. C'est pas du démarchage de nouveaux clients, ils contactent régulièrement leurs clients pour discuter, échanger, et dès qu'ils identifient une détection d'opportunités, ils vont rentrer dans le processus de constitution et dépôt du dossier. Donc là, plusieurs chemins pour le faire, hein. Soit directement le client va le faire sur le web, soit ils le font en entretien, donc ils ont les deux possibilités. Ensuite, donc il y a une partie engagement, donc là il va y avoir des experts juridiques qui vont rentrer en jeu, puisque forcément on va faire un contrat, qui dit contrat dit forcément expert juridique. Donc à ce moment-là, ils vont faire appel à ces personnes-là. Une fois que tout est OK pour l'engagement, il y a la contractualisation. Donc là, c'est vraiment juste l'étape finale finalement de signature et d'acceptation de l'entièreté du prêt, de la modalité du prêt. Ensuite, donc, il va y avoir le versement. Et donc, toute cette partie-là, globalement, elle se fait dans un processus finalement amont, voilà, jusqu'au versement. Et ensuite, on va rentrer dans de la gestion, où là, du coup... il y aura juste des échanges réguliers avec des paiements réguliers, voilà, un suivi. Comme effectivement il peut y avoir des changements, des modifications, ça rentrera dans cette partie-là. Voilà. Et là, bien, on se pose la question avec le lecteur métier avec qui on a fait ça. Clairement, ici, hein, le casting, c'est d'abord le métier. Si on devait rajouter ou pas la dernière boîte. Parce qu'en effet, on a dit, si le flux de valeur à la fin, il faut de la valeur et pour le client, notamment il a le versement déjà suffit, je pense, pour lui, mais aussi de la valeur pour l'entreprise. En fait, l'entreprise, c'est plutôt à la fin, le suivi des remboursements, la gestion. Donc, il faut rajouter exprès cette boîte-là pour aller au bout de la valeur, en fait. Ce qu'on va retrouver en termes de format sur les chaînes de valeur opérationnelle, flux de valeur opérationnelle, c'est toujours le déclencheur en début de la chaîne, l'ensemble des étapes. Pour chacune des étapes,
les acteurs clés de l'étape en question qu'on voit au-dessus, et ensuite la valeur pour le client et pour l'entreprise. On a aussi du coup les conseils pour réaliser cette étape-là. Donc Hervé en parlait, l'importance du casting. Donc cette première étape de flux de valeur opérationnelle, on va chercher à la réaliser avec des sachants métiers. Donc c'est ce qu'on recommande, des utilisateurs finaux. Donc par exemple à la Banque des Territoires, on était allé voir aussi les produits que proposaient, les services que proposait la Banque des Territoires. Et c'est ça, et c'est notre deuxième conseil pour cette étape, c'est de repartir des processus métiers, de récupérer toute la documentation qu'ils peuvent avoir là-dessus et se poser cette question, qu'est-ce que vend l'entreprise et quels sont mes différents cœurs de métier où on va retrouver autant de chaînes de valeur opérationnelles en fait derrière. On n'invente pas la roue, on part vraiment des process métiers, des parcours clients finaux pour sortir le flux de valeur opérationnel qui en effet accès vraiment au client final. Donc si vous ne touchez pas avec votre flux vraiment au client final de l'entreprise, c'est que vous n'êtes pas forcément sur la bonne maille, vous n'êtes pas forcément sur la maille d'un flux de valeur opérationnel, une chaîne de valeur opérationnelle. C'est un peu perturbant pour moi d'être en empathie et avec le client et l'entreprise dans le. Moi, je ne saurais pas avoir deux perceptions dans la même chaîne. J'aurais peut-être fait deux chaînes et voir. En fait, c'est l'important, comme c'est un flux de valeur. Donc, on veut générer de la valeur, mais en effet, c'est bien. L'entreprise doit s'y retrouver aussi. C'est bien, en effet, une valeur pour l'entreprise. Donc, notamment là, c'est financier, et ça peut être aussi de l'extra-financier, mais aussi pour le client final. Donc, c'est vraiment les deux valeurs qui sont attendues à un plan. Quand ton entreprise elle vend quelque chose, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut qu'elle ait quelque chose en contrepartie. J'entends bien. Après, dans la méthode, être en empathie, enfin, parce que la conséquence, si on veut faire du lean, de simplification, on doit se positionner, on doit prendre parti donc dans les design thinking, etc. Et du coup, est-ce que je suis en empathie avec l'entreprise ou avec le client? Je pense que ça se fait sur deux étapes, mais peut-être c'est pas incompatible encore. C'est pas incompatible. On peut très bien en effet avoir de la valeur et pour le client et pour l'entreprise sur le même produit encore une fois. Okay. Après, le fait que quand on démarre ici, les premières questions qu'il faut se poser, c'est vraiment en effet oui, c'est qu'est-ce qui justement génère de la valeur à l'entreprise, qu'est-ce qu'on vend en fait, qu'est-ce qu'on vend en effet, comment est-ce qu'on est connu. On demande aussi aux clients comment est-ce que nos clients ici, bailleurs sociaux, côté territorial, décrivent la Banque des Territoires. Donc en effet, ils vont dire nous on connaît parce qu'en effet ils nous offrent ils font des offres de prêt pour qu'on puisse faire des HLM, ainsi de suite. Donc du coup ils décrivent souvent l'entreprise via ce type de flux. Alors ensuite l'étape 2, qui est la plus longue des 5 étapes que vous avez vues tout à l'heure. Donc c'est l'étape où il faut on va identifier les solutions. Donc SAFE appelle solution ce qui est produit, on va dire logiciel ou physique, mais aussi service. Donc c'est un peu un terme générique pour parler de solution. Et l'idée c'est de se dire voilà, pour chaque étape du flux de valeur qu'a présenté Caroline, de quoi on a besoin pour supporter même techniquement entre guillemets le flux en question. Comme ici pour détecter les opportunités clients, on a un CRM à la Banque des Territoires qui a été développé, donc du coup on va l'afficher comme étant une solution dont on a besoin pour supporter cette étape-là. Donc du coup c'est l'outil, clairement c'est l'outil utilisé par l'acteur métier qui est cité au-dessus ici, version CRM. Donc du coup c'est des solutions on va dire qui sont existantes ou à venir, donc on affiche bien les deux. Et ça peut aussi être des regroupements de solutions. Comme typiquement ici, le commercial ou l'expert siège, il a besoin d'avoir en effet ce pool un peu d'applications qui travaillent du coup un peu, qui sont fortement liées pour en effet avoir ce qu'on appelle une sorte de solution regroupée, donc le dossier, le suivi de dossier pour pouvoir en effet être autonome et suivre son étape ici. Moi en tant qu'expert siège, je peux en effet suivre l'étape complète, constituer le dossier et suivre la demande donc, pour le pousser à l'acteur qui a eu ça. Donc souvent cet atelier-là, en fait, ça se fait un peu en deux temps. D'abord, on le fait surtout avec des architectes, donc c'est plutôt ces profils-là qu'on a ici, plutôt archi d'entreprise, qui ont en effet une vue, une cartographie de l'application du SI en général, qui souvent se sert pour démarrer l'atelier. Et on le fait en deux temps. D'abord, on affiche comme ça en effet toutes les applications, les boîtes dont on a besoin. Et après, on fait un gros travail des liens. On a fait beaucoup de klaxons avec des liens dans tous les sens pour regrouper les solutions, du coup d'avoir un peu ces solutions holistiques, d'appliquer un principe SAFE de la pensée systémique, on pense système donc dans son ensemble,
dont on a besoin pour que, en gros, je suis métier ici, et j'ai entre guillemets un pool d'appli qui est en effet vu comme étant une seule et même solution. Et ça m'évite d'avoir en effet un peu ce côté parcours avec couture où je me balade entre appli et appli. Et j'ai vraiment un tout cohérent qui m'est offert par la DSI, notamment ici, pour pouvoir travailler. Donc ça prend du temps, et du coup, juste avant de passer sur l'étape 3, donc on a du coup regroupé, comme vous voyez ici à la bande des territoires, au moins plusieurs blocs. Certaines solutions peuvent servir plusieurs étapes en même temps, hein, c'est pas interdit. Et point aussi important, on va aussi distinguer les solutions qui sont dédiées à notre flux d'offres de prêt, donc les boîtes orange que vous voyez ici. Mais en même temps, on va aussi identifier des solutions transverses dans le territoire. Donc, en effet, la monétaire étant le niveau au-dessus. Donc, en effet, comme ici, un Digital Pass ou des solutions de référentiel, on en a besoin pour notre, un peu comme socle, hein, pour supporter nos solutions ici pour les prêts, mais on s'en sert également sur d'autres flux de valeur, sur la partie investissement, la partie moyen de paiement, se servent également de ces boîtes-là. Donc, du coup, on les a différenciées comme étant solutions dédiées que sur les prêts, vous allez retrouver ça, et des solutions en effet transverses dans les territoires, dont les prêts se servent également. Donc, on a différencié l'un et l'autre, on verra à peu près. Ça aurait pu être utile de voir quelles sont les solutions déjà existantes et en devenir. C'est ce qu'on, en fait, on l'a pas affiché ici, mais dans le vrai compte rendu, bien sûr, c'est anonymisé. Hein. Le vrai compte rendu qu'on a montré à la Banque des Territoires, on avait en effet un code couleur différent entre avenir ou existant. Celle qui allait être décommissionnée, celle qui allait arriver pour remplacer. Exactement. On se projette, hein, on n'a pas la Exactement. vision. On est vraiment sur un atelier qui est plutôt sur une projection. Donc c'est vraiment même sur les flux, on a fait vraiment le flux qui, selon nous, semble le flux qu'on devrait avoir aussi, hein, et ne pas juste faire une photo de l'existant. Donc on se projette vraiment sur la flux. Donc en effet, quelques conseils. Donc le casting sur l'étape en effet 2, c'était des architectes. Donc c'est souvent eu les meilleurs amis ici pour avoir cette vue urbanisée et surtout parler des liens qu'il peut y avoir entre les solutions. Bien descendre aussi à la maille applicative. Hein. Donc des fois on a été un peu coincé à la BDT, on a dû descendre une maille beaucoup plus fine pour identifier les liens et les réduire. C'est ça qui est compliqué, c'est d'identifier des liens qu'il peut y avoir, et même de la vue des fois des archives des experts, qu'on se rend compte que pourquoi est-ce qu'il y a un fil entre lui et lui. En fait, ça se voit qu'aujourd'hui il y a très peu de besoin d'avoir ça. Donc c'est aussi le moment de couper les liens en fait, hein, c'est un point aussi important. Et ça je l'ai évoqué tout à l'heure, dissocier notre produit transverse et produit dédié. La troisième étape, c'est identifier les personnes qui vont développer vos solutions. Donc solutions encore une fois à venir ou existantes. Donc c'est développer au sens voilà, définir, faire les specs, tester, donc c'est vraiment développer au sens large. Et c'est là que on rentre un peu dans la politique. Il faut faire ça. Voilà. Donc il faut vraiment arriver à casser des silos, de se dire en effet je vais compter, estimer un nombre de personnes dont j'ai besoin, qui viennent de l'IT, beaucoup, qui viennent du métier aussi, ou qui viennent des ops, la partie prod, les supports, support niveau 1, la sécu, la data. Donc de toutes les compétences dont j'ai besoin, je vais les compter. Donc sur le CRM qui travaille dessus, donc côté IT, métier, ainsi de suite. Sur la partie solution, suivi de dossier, pareil. Donc pour chaque solution, donc regroupé ou bien un standalone comme ça, je vais compter les personnes. Donc ça on l'a plutôt fait avec les profils de type manager, hein, les managers IT et métier pour avoir ces personnes. Donc ça fait du temps aussi, donc il faut bien identifier les personnes. Et l'idée c'est quand même d'avoir idéalement des gens qui seront, on va dire, à terme dédiés, hein, dédiés par boîte. Hein. Donc ils ne vont pas se balader entre plusieurs boîtes, il faut qu'ils soient plutôt dédiés sur une solution. Et il peut arriver que des gens qui sont cités ici soient également contributeurs ici, donc c'est pas intéressant. Donc quelques tips là-dessus, donc en effet le casting est plutôt des managers hein, ici qui vont vous aider, c'est clairement la hiérarchie en fait. Mais c'est vrai que le vrai point important ici, c'est là qu'il faut faire fi des organisations. Et ça, c'est pas facile. Parce que souvent, quand j'ai dit à la Banque des Territoires, ils avaient déjà 3 trains avec déjà des équipes constituées. Ils savaient très bien qu'ils n'étaient pas bien designés. Donc, du coup, casser ça, c'est pas évident. Donc, c'est ici qu'il faut s'appuyer sur vos sponsors, DSI par exemple, hein, ou sponsors métiers, pour avoir ce courage-là de vraiment casser les silos pour le bien, encore une fois, du flux, pour le client final notamment. Donc il faut sortir un peu de la loi de Conway, je crois, la loi de Conway où on reproduit un peu notre organigramme pour faire fi des orgas. C'est là qu'il faut faire un peu de politique avec les managers. Avec les managers, pardon. Pour arriver à casser les cibles. À ce stade, c'est pas important d'avoir le nombre exact d'OTP qui
contribue aux solutions. C'est une estimation. Ok. C'est une estimation. Si on n'a pas le nombre précis, c'est une estimation. C'est par grosse fourchette. Même là, on a mis des fourchettes, hein, Oui, je vois ça. mais c'est pour avoir à peu près un volume. Mais c'est une estimation. C'est pas un chiffre précis. Ouais, c'est une estimation, c'est ce qui nous permet de pouvoir dire si on va être plutôt sur un train ou si on va faire quelque Alors, chose de ça sera plus petit. l'étape en état. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de cette fourchette. Et puis à la Banque des Territoires, on avait fait les deux versions, à savoir les personnes qu'il y avait aujourd'hui, mais la cible qui visait. Donc pour nous permettre de savoir, ok, aujourd'hui vous êtes comme ça, vous avez besoin de ça, mais demain, si vous faites le recrutement que vous nous dites, passera sur autre chose. Donc ça nous permet aussi de savoir quelle orientation on va leur recommander en termes d'organisation. Et pour par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure, hein, typiquement si j'ai un CRL que je dois bâtir demain, je l'affiche en fait. Je l'affiche et je mets bien combien de personnes je pense avoir besoin pour le faire. Donc, c'est bien. Et puis identifier les personnes qui les développent, en fait ça va au-delà du développement, hein, c'est aussi la maintenance, le support. Oui, le terme développement c'est peut-être un peu ramené à dev, à développeur, mais en fait non, c'est vraiment développer au sens large. Oui, c'est toutes les personnes qui vont contribuer à la réalisation de bout en bout. Donc c'est pour ça qu'on parle bien aussi bien du métier que des ops qui vont déployer sur la prod. Vraiment, il y a la totalité. Et en amont, quand typiquement on affiche là du coup l'étape 4, on va du coup détecter les flux de valeur de développement, hein, qui sont du coup c'est aussi une chaîne de valeur, hein, du coup avec une séquence d'activités. Souvent on commence bien par une séquence de type spécifier, définir, implémenter, valider. Donc c'est vraiment toutes les étapes qui vont permettre de développer au sens large cette solution d'instruction et les personnes du coup, qui vont avec. Donc la partie testing est aussi comptée dedans, c'est des équipes de test. Exactement. Donc l'idée encore une fois c'est d'être autonome par périmètre. Donc pour chaque boîte, donc l'atelier patate on appelle ça, pour chaque patate on est autonome, donc on a des gens qui vont bien et du coup on a un flux de valeur dédié. Et les patates transverses. Et là pareil, il y a des flux de dev, hein, pareil, qui sont identifiés avec des gens qui sont dédiés à ces patates. Et du coup ils sont, j'imagine après on va traduire tout ça dans des trains. Ils seront dans C'est l'étape d'après. C'est l'étape d'après. On peut, du coup, s'il n'y a pas de doute qui sont sur celle-là, mais en tout cas c'est bien ça. Donc identifier les flux de dev et on peut passer à l'étape d'après. Je ne sais pas s'il y avait un J'ai juste une question sur l'étape 4 parce que c'est celle sur laquelle j'ai le plus de mal à me projeter sur en fait qu'est-ce qu'on en tire parce que on voit définir, implémenter, valider, déployer. Mais qu'est-ce que ça apporte finalement par rapport à l'étape 3 où on a déjà vu les personnes mobilisées En effet, c'est quand on fait 3, souvent le 4 est bien juste après. Donc les 3 et 4 sont assez liés comme. Voilà. Après, on peut avoir des cas où, je ne suis pas un grand fan, hein. On peut avoir des cas où le même flux de dev, donc l'étape 4, peut développer plusieurs solutions. Donc plusieurs boîtes, plusieurs patates. Donc on peut se dire voilà, qu'on a eu un peu ça au tout début sur le périmètre offre de prêt. On s'était dit en effet, ces deux-là, typiquement au début, c'était qu'une seule patate. Donc on s'était dit en effet, est-ce que du coup on a bien utopie avec les architectes qu'on avait, on avait une solution instruction, une solution gestion. Mais en échangeant beaucoup avec les managers, notamment qui étaient déjà sur le train qui était là, on va dire avant, on nous a dit ces deux-là sont fortement liés pour nous. Si on fait en effet un flux de dev différent, un ici, nous ça ne nous va pas. On préfère avoir en effet un seul et unique flux de dev qui va servir aussi bien la solution instruction que gestion. Ça a créé un train de 150 personnes, on a dit non, on ne va pas forcément pousser ça, vaut mieux être beaucoup plus pragmatique. Et on a vraiment différencié du coup les flux de dev. Donc on a souvent un rapport 1 pour 1, voilà. Mais on peut avoir 1 pour 1. Et là, on cherche à identifier ce qui existe aujourd'hui ou ce qu'on veut mettre en place demain? Ce qu'on veut mettre en place demain. Ah, ok. Donc, du coup, on a plutôt poussé pour la solution à deux chaînes de valeur différentes pour instruction et gestion, plutôt d'avoir un seul macro qui était impilotable, clairement. En général, quand tu fais ce genre d'exercice, tu n'as jamais une solution, tu as plusieurs options. Et ce qui est bien, c'est que faut présenter ces options avec quels sont les avantages et les inconvénients. Et puis, surtout en tant qu'SPC ou coach, tu ne prends pas la décision. C'est pas toi à prendre, c'est vraiment. C'est ça. Avec les avantages et inconvénients. Donc là, carrément, on leur a dit si vous faites un seul flux de dev pour les deux là, déjà, il fallait compter les personnes, ça dépassait largement le seuil recommandé en fait. Les seuils, quand on dépasse 125, le nombre de Dunbar, souvent l'interaction entre les gens en PI planning, en point de synchro du train toutes les semaines, c'est compliqué avec autant de monde. On a dit voilà, il vaut mieux différencier vos deux chaînes de valeur. Donc du coup par rapport à ma question, ça veut dire que finalement là vous montrez le résultat, mais finalement c'était pas si évident que ça. Non, ça paraît simple, mais c'est pas simple. Non, parce que l'étape 4 avait l'air d'être
Oui, là on vous montre ce qu'on leur a proposé au final, mais ça a été de nombreuses discussions pour pouvoir aboutir à ça. Et même des fois on allait au bout et on revenait un peu en arrière. L'étape 2 là, on est revenu Oui. dessus plusieurs fois. Donc, clairement, les architectes eux-mêmes, ils ont dit finalement, on a bossé avec vous l'été dernier, il y a des fils que sur la finalement on n'est plus d'accord avec les fils que nous-mêmes on a mis, on est revenu sur l'étape 2, on a refait des boîtes, enfin, c'était opératif. J'ai l'impression que, enfin, pour être capable de faire l'étape 4, il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas dit ou que je n'ai pas bien écouté, c'est qu'il faut avoir des solutions qui soient faiblement couplées. Idéalement, oui, tout à fait. Et si elles sont couplées, c'est pas possible. Parce Alors, qu'on a un minimum d'une intégration forte, donc vous avez au moins les phases de validation qui sont mutualisées sur vos trains de delivery. Donc si vous arrivez à des solutions qui sont faiblement couplées, oui, mais si c'est couplé, il n'y a que le dev et l'implémentation, enfin, il n'y a que l'implémentation et le définir qui est possible, le reste c'est pas possible. Là, vous êtes sur la partie train. Là on n'a pas encore identifié les équipes dont on a besoin. Donc c'est justement ça qui va nous aider à identifier derrière les bonnes équipes non couplées du coup dont on a besoin. Oui, mais je comprends ce que dit monsieur, c'est que aujourd'hui on ne repart pas de zéro, on a un système d'information existant, on a des solutions existantes, et si on a une solution fourre-tout qui fait tout, et qui est développée par une seule très grosse et monstrueuse équipe, comment on fait pour la couper en petits morceaux? C'est une seule et même solution. Cela en effet, c'est les grosses boîtes que vous voyez ici, à mon territoire, étaient déjà un peu pensées comme ça avant qu'on arrive. Donc en effet, on avait déjà deux grosses solutions, en effet, solution, instruction et gestion. Et à l'intérieur des boîtes, même il y avait des barres pour savoir quelle boîte était plutôt côté instruction ou côté gestion. Donc il y a quand même des que quand vous faites votre diagnostic, vous avez une seule énorme patate et que finalement on ne peut pas la couper en morceaux. Et bien il y a un truc qui s'appelle large solution. On en a chez EDF. Donc il y en a chez EDF, tout Après, à fait. encore une fois, l'idée c'est d'être vraiment pragmatique. Hein. Donc, si on peut descaler, vaut mieux descaler, avoir en effet des plus petites patates mais autonomes et avec moins de dépendance que d'avoir en effet des mammouths qui, on va bien qu'au quotidien, même encore une fois quand on parle avec les architectes, ils le savent. Hein. Ils voient très bien que la cartographie qu'ils ont mis en place, c'est pas forcément la meilleure en fait. Hein. Donc il y a un gros travail des fois d'urbanisation. Des fois il faut le faire ici en fait. Hein. De dire bah, je peux remettre en cause la carte que j'avais. D'où le fait que l'étape 2, encore une fois, c'est la plus longue. C'est celle-là, en effet, il faut vraiment se dire bah, c'est quoi mon produit, c'est quoi nos produits, est-ce que vraiment ils sont au bon endroit, est-ce que les liens, voilà. C'est quoi la cible qu'on veut faire Justement, ouais. C'est ça l'avantage en fait. Parce que tu es sur papier, donc tu peux vraiment avoir ces options. Voilà, j'ai un grand truc, c'est monolithique, on sait c'est la pagaille. Donc avec les architectes, quel serait mon future state, qu'est-ce que je devrais faire et quelles seraient les conséquences pour ma future chaîne de développement. Là aussi, dans votre cas de figure, on a un truc simple qui est on a des produits qui sont dédiés à la chaîne de valeur, ce qui est loin d'être le cas dans le droit. Non, il y a, là, alors il y en a qui ne sont pas dédiés. On va en parler justement après. On peut avoir l'ensemble des boîtes, j'ai l'impression. Oui, parce qu'en fait, justement, c'est deux monolithes, ça, en fait. Donc forcément, de fait, là, même si on a plein de petites applis, en fait, toutes ces petites applis, elles sont regroupées dans un gros bloc. Ils sont justement en train de les sortir. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de pouvoir proposer ces deux choses-là. Parce que à la base, c'était un seul unique monolithe. Mais comme ils sont effectivement dans une phase de restructuration et de création de deux solutions, avec des applis plutôt séparées, avec des gens qui vont travailler sur ces applis et pouvoir les dédier. C'est aussi pour ça que ça nous permet de pouvoir faire cette proposition-là. Si on était resté sur le monolithe unique, on n'aurait pas du tout pu faire cette proposition parce que ça n'aurait pas fonctionné. Très rapidement là c'est donc la cible, mais du coup une cible il y a aussi un historique, enfin, il y a des équipes en place. S'il y a des équipes qui doivent être, des produits qui doivent être décommissionnés, est-ce qu'ils sont pris en compte là-dedans? Oui. Qu'est-ce qu'on en fait? Oui, Ils sont représentés ou... On avait aussi un code couleur différent avec, je crois qu'on mettait du rouge pour dire qu'on a un produit qui est là et qu'il faut le décommissionner. Et pareil, hein, du coup ça va laisser demain entre guillemets, du dev pour décommissionner ce produit-là, donc on l'affichait aussi. Donc c'est produits à venir, existants ou en effet à en décommissionnement. Potentiellement, les équipes sont aussi incluses dans les trains. Oui, c'est ça. Ils vont travailler du coup à décommissionner l'appli Python. Tout à fait. Dans un contexte international où, par exemple, les applis vont être différentes, la chaîne de valeur opérationnelle elle est globalement la même, mais les applicatifs vont être différents d'un pays à un autre. Comment vous intégrez ça? Alors ça, bon, c'est un peu le schéma qu'on voit là-bas. Donc ça, en fait, on fait fi vraiment de l'organe, dans le sens où en effet, qu'on se base sur les applis. Si en effet l'appli, celui-là il est développé en France, celui-là il est développé, on va dire, dans d'autres pays, on l'affichera ensemble. Donc c'est vraiment en effet
On Ce que fait je veux fi, dire, voilà. c'est plutôt pas développer, mais utiliser. Plutôt par ceux qui sont ici, mais par plutôt de côté métier. En fait, vous abordez ma deuxième question. Est-ce que ça ne marche que dans le cas où on développe nous-mêmes les applicatifs? Si on a une politique SaaS first. Oui. Alors ça marche dans le cas où en effet vous avez soit vous en effet vous développez en interne ces applications là, ou soit vous les intégrez. Okay. Nous chez EDF on travaille beaucoup avec Dassault, donc qui est notre intégrateur. Donc le fait d'intégrer le produit Dassault chez nous, en fait on affiche le produit de Dassault et donc ça marche dans ce cas-là. Donc d'accord. Okay. Donc du coup si par on avait un applicatif qui est utilisé. Par contre si en effet j'ai un applicatif dont j'ai pas la main dessus du tout, si j'ai Excel, Word ou quoi qui sont pas chez moi, c'est pas moi qui vais améliorer Excel, voilà, donc je l'affiche pas ici. Donc c'est moi les applications sur lesquelles j'ai la main, voilà, soit pour le développer from scratch, donc totalement un produit interne, soit c'est une application que j'ai achetée sur étagère, mais par contre je vais l'intégrer chez moi, je vais le tester, donc là en effet il faut l'afficher. Si j'ai pas la main dessus du tout, c'est pas la peine de l'afficher. Donc une fois qu'on a identifié les flux de valeur de développement, on fait souvent la 4 et la 5 ensemble. La 5, c'est qu'on va identifier l'organisation agile la plus adaptée à la taille des personnes dans notre chaîne de développement. Donc c'est à ce moment-là où on va se demander, on est sur de l'agilité, on est sur de l'agilité à l'échelle, mais pas un train. Voilà, on essaye de calibrer et le conseil à cette étape, c'est de rester pragmatique. Tout n'est pas train. Il y a différents cadres adaptés à différents types de situations. Et donc ici, par exemple, pour la solution instruction, on a décidé de mettre un tram. Pour la solution pour la solution référentielle SI, avec 20 à 50 personnes, le train ça aurait été un peu trop. Donc on choisit de partir sur du Nexus avec un tram, voilà, une agilité à l'échelle un peu plus light. Ici, on vous a fait. Justement, Nexus, c'est un peu l'agilité à l'échelle Scrum. Ouais, il travaille déjà un petit peu en mode avant la bande du territoire, donc du coup, ça allait bien de proposer ici un Nexus pour le cas de la solution référentielle. Et pour certaines solutions, on ne pose pas de cadre à l'échelle forcément, et on peut voir que la solution PaaS ou le CRM, on a moins de 11 personnes, donc on est sur un cadre agile d'équipe tout simplement. Voilà, donc notre conseil c'est de rester pragmatique et de calibrer l'organisation au nombre de personnes qu'on a dans la solution. Ils sont représentés dans le PI de ce temps. Passe. Non, ils n'ont pas besoin, ils font pas le PI. Ils n'ont pas besoin en fait. Mais là il y a des tendances ou pas? Alors, il peut y avoir des points de synchro. Après, c'est là que justement, la dernière boîte, c'est ça, c'est que pour synchroniser ces différentes chaînes de valeur qu'on a identifiées ici, c'est le portefeuille qui doit le faire. C'est pas un train qui doit le faire et gérer ça seul, c'est en effet la synchro des chaînes de valeur. C'est une réalité de portefeuille. Donc, on a créé du coup ce portefeuille business prêt, donc qui embarque toutes les boîtes jaunes, donc orange, là, avec les chaînes de valeur qui vont avec. Donc, du coup, c'est les synchros, les rituels d'échanger entre les différentes applications ici. On en parle plutôt ici. On peut très bien avoir une épique, une refonte du parcours de prêt qui va traverser plusieurs chaînes de valeur ici, mais on en parle ici en fait. Donc, il va porter ça. Tout le fait que l'épique traverse les chaînes de valeur. Par contre, l'autre point que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'on avait différencié des solutions en effet transverse BDT, donc plateforme plutôt, et qui en effet rejoint un autre portefeuille qu'on a créé chez eux, donc qui est le portefeuille plateforme BDT. Qui embarque Data Lake, solutions SOP IT, IoT, pardon. Maintenant, on va vous présenter les résultats, donc les bénéfices qu'on a pu obtenir grâce à cette organisation autour de la valeur. Alors, premièrement, donc, il y a, cet atelier, il nous permet souvent d'arriver à une transformation à réaliser, et donc à un redesign, et ça va nous permettre de revoir l'organisation en place et d'obtenir des équipes stables et durables qui sont alignées autour d'une mission et d'une vision commune. Ça leur redonne du sens par rapport au constat qu'on avait fait dans un premier temps. Et pour parler des dépendances et des silos en général, les dépendances sont réduites, elles sont négociées, elles sont pilotées et suivies. Voilà pour le premier bénéfice. Pour le deuxième, du coup, on est autour de la valeur. L'objectif, c'est d'améliorer le time to market, d'apporter plus de valeur plus rapidement. Donc de fait d'avoir des livraisons qui sont consistantes et régulières auprès des clients finaux.
Banque des territoires, aujourd'hui, ils en sont encore à faire des développements, à considérer qu'on ne peut pas faire de livraison aux clients avant 2 ans, 2 ans et demi, c'est-à-dire que le produit soit fini, alors qu'ils sont dans des trains. Donc on a pas mal échangé avec eux pour qu'ils aient plutôt une stratégie au moins à 6 mois. Et là, ça a été difficile, parce qu'on nous dit mais non, mais c'est déjà des projets qui sont en prod, on ne peut pas leur fournir un truc qui n'est pas finalisé en décommissionnant. Et là, on leur a dit non, mais c'est une question de stratégie en fait. Vous pouvez choisir comment vous allez mettre en place un scénario de bout en bout en fait, dans lequel ils vont faire de nouveaux produits et continuer de permettre l'utilisation de l'ancien produit sur d'autres parties. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. On le rencontre globalement chez tous nos clients, ça. Pour terminer, donc les gains métiers et gains SI. Donc gains métiers, on a évoqué qu'on est beaucoup plus centré utilisateur. Donc là, clairement, c'est pas les users qui doivent subir notre organisation, c'est plutôt l'organisation qui se réinvente pour justement pour l'utilisateur. En effet, qu'il a un parcours beaucoup plus sans couture. De l'autre côté, on regroupe également des solutions pour que les acteurs métiers aient l'impression qu'ils travaillent sur une seule et même appli et non pas une galaxie d'applications qui ne se ressemblent pas. Et bien sûr, ainsi, on va rationaliser, mieux on va dire cartographier nos applications, avoir moins de dépendance, donc aussi moins de maintenance, moins de. Voilà, donc c'est aussi un bien côté SI. J'en ai parlé au début, donc on a pu exercer ça donc chez EDF, sur les centrales nucléaires, chez GRC Gaz avec l'hydrogène, et en effet, la Banque des territoires qu'on a présenté, le premier là tout en haut. On a fait du coup la même chose côté AVS, côté moyen de paiement, et côté distribution, et côté sans côté. Je réponds à votre question. Les slides vont être préparés et seront envoyés dans les jours à venir, le temps qu'on organise ça proprement. Puis tu as les slides du toolkit aussi. C'est ça. Je vais juste corriger la méthodologie. Non, en plus, elles sont traduites en français. Hein. Les supports SPC sont traduits en français pour cet atelier. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, c'est bon. J'en ai une. Finalement, à l'issue de l'implémentation de votre modèle, est-ce que la Banque des territoires a réussi à trouver un lien entre leurs objectifs stratégiques et le modèle qu'ils ont posé? C'était plutôt l'histoire d'après qu'on a aidé sur la partie LPM, portfolio. Okay. Mais c'est clairement un élément du portfolio qu'on voit ici. Quand on est arrivé là, en fait, voilà, ça nous a permis d'avoir ça. Ouais. Du coup, derrière, on a dit, voilà, du coup, on a notre collection de chaînes de valeur pour les prêts. Et derrière, du coup, on va avoir une vision pour les offres de prêts d'ici 2-3 ans, ce qu'on veut faire. Et on va du coup faire le lien entre l'un et l'autre à travers le LPM. Là, c'est trop tôt. Hein. C'est un peu trop tôt pour l'instant. On a initié le LPM, mais on n'a pas encore été assez loin. Alors, j'ai bien compris pour la synchronisation, ou pour le portefeuille. Par contre, je reste un peu sur ma faim sur ce que j'appelle l'intégration. C'est-à-dire que autant la synchronisation des besoins, il peut y avoir un PI par train ou par méthode. Donc ça, j'ai compris. Par contre, comment est-ce qu'on vérifie que ça fonctionne de bout en bout avant de mettre quoi que ce soit en production avec des cycles de développement comme ça? Ça, je n'ai pas compris par contre. On vérifie que les adhérents sur des systèmes fortement couplés, qui ont X leur mode de delivery, on le met bien en production, qu'on arrive à faire des VSR sur ces périodes-là. Là, je ne sais pas qui est le grand coordonnateur. En fait, c'est par produit. Hein. Typiquement, l'équipe de 11 personnes ici, elle est autonome pour en effet gérer l'ensemble des besoins sur ce CRM-là, donc y compris la prod, y compris la partie. En fait, dedans, on a intégré les ops, les intégrateurs, ils sont là-dedans. En fait. Mais d'accord, mais par exemple, si le CRM a un impact fort avec la solution de suivi de dossier, voilà. Donc une API qui s'appelle Intérimaire, c'est elle qui est garante dans ces tests de validation de vérifier que ça fonctionne. Alors pour ça, en fait, on va créer. Il n'y a pas de jeu de test de bout en bout qui permettent de vérifier la chaîne avant une mise en production. On pourrait à travers l'objet EPIC. D'où le fait que l'EPIC, qui est un objet portefeuille, l'EPIC peut traverser plusieurs chaînes de valeur. Donc on peut très bien dire, voilà, je crée une EPIC qui va toucher le CRM et la solution au dossier. On va nommer un EPIC owner, donc il sera du coup le owner de l'ensemble de l'EPIC. Et qu'il va donner des features ici et des features là, et s'assurer qu'en effet que les features de l'un et l'autre sont bien développées, testées. Ou alors ça veut dire que vous avez une notion de mise en production et mise en service différente. Alors, activation du flux, activation des fonctionnalités en production. Oui, ils ont ça. Et c'est au moment où vous faites la mise en service que vous pouvez vérifier que ça passe sur la totalité. Mais vous prenez un risque en production, si ça n'a pas été vérifié sur des environnements d'intégration ou de performance. Ils ont un environnement de pré-production totalement prod, sur lequel ils font
ces tests-là. Et on peut très bien, on peut très bien faire porter la sorte de pipeline CI/CD par ce portefeuille-là. En gros, on peut très bien, ma solution de ma pipeline d'intégration continue, déploiement continu, elle est la même pour toute la bande des territoires, donc tout le monde s'en sert. Donc du coup, c'est la même qui servira pour toutes les solutions qu'on veut. D'accord, merci. C'est peut-être ça qui explique l'écart de temps de précaution peut-être qu'ils prennent sur un délai de 2 ans. Oui, alors c'est surtout parce qu'ils veulent un produit final en fait. Voilà. Ils veulent pas mettre de à notion de l'utilisateur un produit final petit de bout en bout bout. sur le process, c'est ça prend du temps et du délai. Bah forcément, pour faire une instruction, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Donc ça prend pas 3 mois pour faire le développement de toute la solution d'instruction. Donc ça leur a pris 2 ans, un peu plus de 2 ans pour construire la nouvelle solution d'instruction. Et ils sont sur la nouvelle solution de gestion qui va être mise en prod incessamment sous peu. Ils sont en train de basculer un peu sur le mode projet vers le mode produit. Ils ne sont pas encore à ce niveau-là, le mode produit. Donc, en effet, les MVP qu'ils ont sont très longs. Bah, c'est surtout qu'ils n'ont pas de MVP en fait, ils ont un produit final. J'essaie d'y aller, mais Ils travaillent toujours en mode projet en fait. Et notamment parce que la DSI a fait effectivement son passage à l'agilité, mais n'a pas embarqué le métier. Donc de fait, le métier fonctionne toujours en mode projet. les métiers avaient particulièrement apprécié notre approche, justement, on leur donnait vraiment la parole, et on a quand même commencé l'histoire par eux. Quoi. Ils disaient, bon, enfin, là, on va organiser avec la DSI différemment, en prenant en compte vraiment les besoins métiers, nos processus. C'était aussi la première fois qu'ils se parlaient vraiment. Pour le feedback. Oui, c'est vrai. Juste une question sur les portfolios, j'ai pas compris la subtilité. Pourquoi il y avait 2 portfolios? C'est peut-être parce que je suis pas au clair. Pour moi, il n'y en a qu'un dans l'entreprise. Non, pas forcément. Non, il n'y a pas forcément. En l'occurrence, pour la Banque des Territoires, on en a proposé 4 plus 1. Idéalement, il n'y a pas de règle. Souvent, moi, je propose souvent des portfolios par flux opérationnel. En gros, parce que celui-là, il est vraiment basé sur un périmètre business, un produit business que vend l'entreprise. Donc, c'est bien de dire que voilà, par, nous le terme portfolio business, donc par business, par périmètre business de l'entreprise, proposer un centre de LPM. Et après, plus tard, comment j'arbitre entre deux? On a proposé un EPM. On a proposé une initiative en effet EPM, Enterprise Portfolio Management, qui est un peu le portefeuille des portefeuilles. D'accord, c'est ça. En fait, tu peux utiliser cet atelier, que tu modifies un petit peu, sur différents niveaux. Tu peux le faire sur un programme. Par exemple, imagine-toi, tu as un super gros programme sur les prochains 15 ans, tu pourrais très bien le dérouler. Là, ils l'ont fait sur une chaîne de valeur bout à bout, ça c'est encore mieux. Et tu pourrais le faire au niveau du portefeuille. Tu pourrais regarder en fait quels sont tous mes trucs, quels sont tous mes services, toutes mes solutions, où est-ce que je vais. Donc ça, tu peux le mettre aussi à l'échelle, ces choses-là. Je n'avais pas l'instanciation du portfolio multiple. Pour moi, il y en avait qu'un qui est réglé, entre guillemets. Tu pourrais, si ton entreprise est assez petite et ton budget il est assez. Si tu as un budget assez conséquent, peut-être qu'il faut que tu découpes tes portefeuilles. Notre recommandation, c'est vraiment d'avoir des portefeuilles cohérents. Voilà. Donc, si dans le portefeuille, on a des chaînes de valeur ou des produits qui sont à peu près cohérents, on peut les prioriser. Donc, il vaut mieux faire en effet un seul portefeuille. Si c'est trop hétérogène, il vaut mieux en effet avoir des portefeuilles un peu différents. Parce que nous, c'est un peu enfermé là-dedans, d'en faire un seul. C'est pas une obligation en tout cas. Voilà. C'est pas une obligation. C'est pour prioriser, parfois c'est un peu je me coupe moi. D'où le fait pour différencier les c'est ce qu'ils avaient côté BDT, ils avaient un seul portefeuille et ça leur posait énormément de problèmes parce que comment faire des priorisations alors que ça. Pardon, tu bloques. Ça devient le patron qui peut prioriser. Et ben voilà. À la fin, on remonte au DG. Voilà, exactement. C'était ce qui leur posait problème. Donc on a fait justement cette proposition avec un EPM au-dessus et en disant l'EPM il va porter la stratégie d'entreprise globale de la Banque des Territoires et il va y avoir des déclinaisons par rapport à cette stratégie globale sur les différents portefeuilles, donc par rapport à ce que les business doivent pouvoir faire pour atteindre les objectifs globaux. Et chacun a son budget, ce qui fait que du coup il n'y a pas besoin de se couper un bras puisque la répartition budgétaire elle a été faite en amont. Exactement. C'est un luxe d'avoir l'LPM. On est d'accord, on ne l'a pas toujours. Non, on ne l'a pas toujours, non. Donc on peut faire cette démarche sans un LPM. Oui, tu traverses ce que j'ai dit ce matin. À un moment, le LPM, il est crucial. De toute façon, tu vas être obligé. En fait, l'avantage de ça, c'est d'ailleurs, c'est pour ça que la Banque des Territoires nous a fait venir. C'est parce que derrière, ils voulaient qu'on leur fasse une proposition sur les LPM. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a peu de... les clients
Enfin, c'est un autre étape. Oui, c'est une autre étape. On vous invite à scanner le QR code pour nous donner votre avis. Bravo, c'était très bien. Et venez au Safe Summit pour présenter votre EPM avec la banque des territoires. Ça serait génial. Ça serait génial.